Bienvenue sur le MOOC Prééclampsie. Nous allons débuter le premier chapitre consacré aux définitions et à l'épidémiologie de la prééclampsie. La prééclampsie est une pathologie maternelle spécifique de la grossesse, survenant au deuxième et troisième trimestre. Elle est fréquente et potentiellement sévère, cause majeure de morbidité maternelle et néonatale. Elle n'est pas retrouvée chez l'animal et a une origine strictement placentaire. Plusieurs arguments plaident en faveur de cette origine placentaire. Elle peut exister en l'absence de fœtus. Elle existe également en cas de grossesse abdominale et surtout, elle guérit, disparaît totalement après l'ablation du placenta. Les pathologies hypertensives de la grossesse regroupent trois entités distinctes. L'hypertension artérielle préexistante, l'hypertension artérielle gravidique et la prééclampsie. La prééclampsie peut être pure ou surajoutée, elle peut être précoce ou tardive, elle peut être sévère ou modérée. Ces trois entités ont une gravité totalement différente. Globalement, les différents types d'hypertension artérielle peuvent être schématisés dans ce tableau, qui classe les pathologies selon la date d'apparition dans la grossesse et selon la présence ou non d'une protéinurie. En l'absence de protéinurie, si l'hypertension artérielle survient précocement, il s'agit d'une hypertension artérielle chronique préexistante. Si elle survient après 20 semaines, il s'agit d'une hypertension artérielle gravidique. Lorsqu'une protéinurie est présente, l'hypertension peut concerner les patientes porteuses d'une pathologie chronique avec néphropathie et protéinurie ou une prééclampsie. En termes de définition, l'hypertension artérielle préexistante à la grossesse, encore appelée hypertension artérielle chronique, est une hypertension artérielle qui préexiste avant la grossesse ou qui est découverte précocement avant la 20e semaine d'aménorrhée et qui persiste au-delà de la naissance, plus de 12 semaines après l'accouchement. Elle peut être d'origine essentielle ou secondaire. L'hypertension artérielle gravidique ou gestationnelle est une hypertension artérielle donc définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure, mesurée à 2 reprises, à 4 heures d'intervalle, et qui survient après 20 semaines d'aménorrhée et qui disparaît avant la fin de la 6e semaine du postpartum. La prééclampsie est une pathologie maternelle associant hypertension artérielle gravidique et protéinurie significative. La protéinurie peut être définie soit par une protéinurie supérieure à 300 mg par 24 heures, soit par un ratio protéinurie sur créatinurie sur miction supérieur à 30 mg par millimol. Les œdèmes ne sont pas indispensables au diagnostic. Les dernières recommandations internationales reconnaissent également le diagnostic de prééclampsie devant une hypertension artérielle associée à des signes d'insuffisance organique maternelle, même en l'absence de protéinurie significative, lorsqu'il s'agit en particulier d'une thrombopénie et ou d'une atteinte rénale ou hépatique et ou d'un œdème aigu du poumon et ou d'une atteinte neurologique. En France, les experts gardent la définition classique de la prééclampsie associant HTA et protéinurie. La prééclampsie surajoutée se définit par l'apparition d'une protéinurie chez une patiente déjà hypertendue chronique, et qu'elle soit équilibrée ou non, ou l'apparition d'une hypertension artérielle chez une patiente déjà porteuse d'une néphropathie préexistante avec protéinurie. Le diagnostic de prééclampsie surajoutée est parfois difficile chez les patientes, notamment celles qui sont déjà hypertendues et déjà protéinuriques. La prééclampsie précoce se définit par une prééclampsie survenant avant 32 semaines d'aménorrhée. Il est à noter que dans les publications internationales, le seuil pour définir la précocité est plutôt de 34 semaines d'aménorrhée. La prééclampsie sévère se définit sur des critères maternels ou fœtaux. Sur le plan maternel, on va définir la prééclampsie sévère lorsqu'il existe au moins un des critères suivants, une hypertension artérielle sévère avec une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 160 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 110 mm de mercure, ou une atteinte rénale avec oligurie, augmentation de la créatininémie supérieure à 135 micromoles par litre, ou une protéinurie supérieure à 5 g par 24 heures. Un œdème aigu du poumon, une douleur en barre épigastrique persistante ou un syndrome HELP, une éclampsie ou des troubles neurologiques persistants, une thrombopénie inférieure à 100 000 et ou une hématome rétroplacentaire. Ces critères seront bien détaillés dans un autre chapitre de ce cours. Sur le plan fœtal, il existe plusieurs critères qui sont les conséquences de l'insuffisance placentaire, l'oligoamnios, le Doppler ombilical pathologique, le retard de croissance intra-utérin sévère ou les anomalies du rythme cardiaque fœtal.
La prévalence de la prééclampsie en France est de l'ordre de 1% en population générale, avec des chiffres supérieurs chez la nullipare que chez la multipare. La prévalence rapportée dans les pays industrialisés est légèrement supérieure et varie entre 2 et 5%. La prévalence de la prééclampsie dans les pays émergents est nettement supérieure, avec des chiffres rapportés oscillant entre 4 et 18% de l'ensemble des accouchements. Les taux les plus élevés sont observés dans certaines zones d'Afrique. 10 millions de femmes chaque année développent une prééclampsie dans le monde. Environ 76 000 patientes enceintes meurent chaque année dans le monde des pathologies hypertensives de la grossesse. Le nombre d'enfants qui meurent de ces pathologies est estimé autour de 500 000 par an. Il s'agit d'un fléau mondial. Cette diapositive montre la prévalence de la prééclampsie selon l'âge gestationnel. Il s'agit d'une étude américaine de grossesse monofétale regroupant plus de 400 000 grossesses. Le taux global de prééclampsie est de 3,1% dans cette série, avec une prévalence de la prééclampsie tardive très nettement supérieure à celle de la prééclampsie précoce. Sur le diagramme de droite, vous pouvez voir qu'au fil des années, la proportion des prééclampsies précoces et tardives n'a pas fondamentalement changé. En ce qui concerne la mortalité maternelle, les données françaises montrent que la prééclampsie constitue la 4e cause de mortalité maternelle en France, après les hémorragies, la maladie thromboembolique veineuse et les maladies cardiovasculaires. Il s'agit également de la 3e cause de mortalité maternelle directe. 10% des morts maternelles en France sont imputables aux pathologies hypertensives de la grossesse. L'évitabilité de ces décès est estimée à plus de 60%. Ce tableau montre l'évolution de la mortalité maternelle en France en fonction des étiologies et comme nous l'avons dit dans la diapositive précédente, vous voyez que l'hypertension artérielle et les complications de l'hypertension artérielle arrivent au 4e rang des morts maternelles. Globalement, la mortalité maternelle en France est de l'ordre de 9 pour 100 000. Dans le monde, les chiffres sont beaucoup plus préoccupants puisque les pathologies hypertensives de la grossesse constituent une cause majeure de morbimortalité materno-fœtale. Elles représentent 10 à 18% des décès maternels, soit 50 000 décès par an et parfois beaucoup plus. Il s'agit de la 3e cause de décès maternels dans le monde. Les décès maternels sont le plus souvent liés aux complications neurologiques de la maladie, et notamment l'éclampsie. L'éclampsie complique 2 à 3 grossesses pour 10 000 en Europe, et 16 à 69 grossesses pour 10 000 dans les pays en voie de développement. La probabilité d'avoir une complication de la prééclampsie est plus importante dans les prééclampsies précoces. Cependant, la fréquence de la prééclampsie tardive explique la plus forte prévalence des complications au-delà de 34 semaines d'aménorrhée. Le diagramme de droite figure la morbidité maternelle sévère parmi les patientes prééclamptiques. Et on peut voir que les complications graves concernent surtout les formes précoces. En ce qui concerne le risque périnatal, la prééclampsie est à l'origine en France de 12% des enfants petits pour l'âge gestationnel, de 20 à 30% de la prématurité induite, et de 25% des morts périnatales. Aux États-Unis, la prééclampsie est responsable de 15% des naissances prématurées. Il s'agit donc de données à peu près comparables. Par contre, la morbimortalité périnatale est majorée dans les pays en voie de développement. 6% des enfants nés à la suite d'une éclampsie décèdent au Royaume-Uni versus 27% dans les pays sous-développés. La morbidité périnatale augmente avec le faible âge gestationnel et en cas de retard de croissance intra-utérin associé. Elle est donc majorée dans les formes précoces de prééclampsie. Le tableau ci-dessous, issu de la même série de l'État de Washington présentée tout à l'heure, figure les odds ratios bruts et ajustés pour le pronostic périnatal selon la précocité de la prééclampsie. On peut observer que dans les prééclampsies précoces, les odds ratios sont très nettement majorés pour l'ensemble des complications, faible poids de naissance, mort fœtale, mort néonatale, mort périnatale et globalement la mortalité et morbidité périnatale. Le risque de récidive globale de prééclampsie est d'environ 15 à 20%. Il est augmenté dans les formes précoces et sévères de prééclampsie. Globalement, le risque de récidive est majoré lorsque la prééclampsie initiale est précoce, lorsque la prééclampsie initiale était compliquée d'un HELP syndrome et lorsque la prééclampsie initiale était associée à un retard de croissance intra-utérin.
Ce diagramme, issu d'une méta-analyse publiée en 2015, montre le risque de récidive de prééclampsie chez les patientes ayant des grossesses successives. Sur l'ensemble de la cohorte, 31 417 patientes, soit 4%, ont présenté une prééclampsie lors de la grossesse initiale, ce qui correspond au taux habituellement observé aux États-Unis. Et en cas de grossesse suivante, le risque de récidive est estimé à 14,69%. Par contre, en l'absence de prééclampsie, la probabilité d'avoir une prééclampsie pour la deuxième grossesse est très faible, mesurée à 1,14%. Cette étude illustre également le taux de récidive de prééclampsie selon les manifestations cliniques observées lors de la première grossesse compliquée. Si globalement le taux de récidive est de l'ordre de 20%, on peut voir que selon les manifestations initiales, les valeurs peuvent varier. Ainsi, lorsque la première grossesse était compliquée d'un HELLP syndrome, le risque d'avoir une prééclampsie pour la grossesse suivante est de l'ordre de 17%, le risque de refaire un HELLP syndrome de 7% et le risque d'avoir un fœtus petit pour la gestationnelle est de 5,9%. En ce qui concerne le risque de récidive de prééclampsie sévère, nous disposons d'une étude canadienne de cohorte importante ayant inclus plus de 180 000 patientes ayant eu au moins 2 accouchements. Parmi les patientes ayant présenté une prééclampsie sévère de novo lors de la première grossesse, 1954 femmes, le risque de récurrence observé était de 6,8%, ce qui finalement est un message plutôt rassurant pour les patientes qui viennent consulter en prévision d'une deuxième grossesse après prééclampsie sévère. Ainsi s'achève le chapitre sur l'épidémiologie de la prééclampsie. Il s'agit donc d'une pathologie associant HTA et protéinurie, potentiellement grave, constituant actuellement en France la 3e cause de mortalité maternelle directe.